Kimbou Chebani, Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, M. François Bournou. Oui, bonjour à vous, monsieur le directeur. Bonjour Bienvenue. à toute l'équipe. Merci. Bienvenue. Beaucoup. Tout le plaisir de vous recevoir pour la première fois chez nous à FIM et dans cette émission. C'est partagé. Et surtout, c'est une belle visite touristique parce que le design, il est fantastique. Bien. Ouais, d'autant que c'est le secrétaire général du ministère du Tourisme qui en parle. Et pourquoi ce long silence, Bournou? On ne vous a pas entendu sur les conditions dans lesquelles vous avez été nommé. Et comment ça se passe aujourd'hui entre vous et votre parti d'origine, le PDN? Revenez d'abord pour nous sur les conditions de votre nomination. Écoutez, merci beaucoup. Les conditions de ma nomination, je crois comme la plupart des personnes qui ont été promues par le CNRD, c'est mon téléphone, j'ai vu sonner que le président de la République veut me rencontrer. Et donc, j'ai répondu à l'appel, j'ai passé des entretiens et à l'issue de ça, j'ai bénéficié du décret du président de la République. Mais au préalable, vous aviez déposé votre CV. Parce que ça commence par là. Non, moi, je n'avais pas fourni de CV. C'est dans le processus des entretiens qu'il m'a été effectivement demandé maintenant d'attester mes expériences que j'ai développées lors des entretiens par mon CV. Et vous n'avez pas demandé l'avis du grand Lansana Kouyaté, le Baobab? Écoutez, quand j'ai bénéficié le décret, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé pour l'informer. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut distinguer vis-à-vis de ma position par rapport au président Lansana Kouyaté, je veux dire. C'est le leader du PEDN, c'est le président du parti. Ouais. C'est le parti dans lequel j'ai commencé mon parcours politique. Ouais. Et du coup, tout ce qui s'est développé entre nous comme affinité, comme relation, finalement, on a tissé des relations qui sont placées au-delà des questions de parti politique. Donc, c'est un mentor, c'est quelqu'un, je peux aujourd'hui me réclamer comme son disciple. Donc, même si aujourd'hui je suis nommé, j'occupe des fonctions d'État, n'est-ce pas, je ne suis plus militant, n'est-ce pas, du PEDN, parce que les fonctions que j'occupe ne me permettent plus de militer dans un parti politique, mais Kouyaté reste de toute façon, n'est-ce pas, cette idole, ce votre mentor, n'est-ce pas, un père spirituel pour moi. Et vous restez un militant du PDN, vous n'avez pas démissionné du PDN? Non, je ne milite pas tant que j'occupe cette fonction-là. Oui, non. Donc vous avez mis entre parenthèses votre... C'est ce que je ne veux pas... je vous dirai pas que j'ai mis en parenthèse mon militantisme. Je suis en tant que citoyen. En tant que citoyen, le jour du vote, n'est-ce pas, j'irai faire mon choix. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire, je ne peux pas dévoiler mon vote ici. C'était bien mais j'irai voter. En tant que citoyen, j'irai voter. Bien. Comment ça se passe aujourd'hui avec Lansana Kouyaté? Quels sont vos rapports? Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, indépendamment des rapports politiques, ce sont des rapports de père spirituel en fils spirituel, s'il faut le dire ainsi. Donc voilà. Mais on a l'impression que vous aviez déjà pris vos distances du parti avant votre nomination. Parce que vous entendez moins parler du PDN et de sa vie. Écoutez, ça c'est du passé. Je pense qu'on n'est pas... Je ne suis pas invité pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans le temps. Vous savez, à un moment donné du parcours, j'avais des engagements extrêmement intenses, n'est-ce pas, au niveau professionnel. Ce qui avait très très contraignant, oui, je suis d'accord, je prends ce mot. Donc ça limitait un peu mon activisme au niveau politique, mais également sur d'autres chantiers dans lesquels aussi j'étais engagé. J'étais très fréquent dans le milieu universitaire, mais les derniers engagements m'avaient aussi éloigné de ce milieu. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le PDN à distance? Je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas venu pour parler de parti politique. J'ai fait cette introduction, n'est-ce pas, pour vous accompagner à introduire le sujet, mais je pense que là, mon invitation s'inscrit dans un cadre beaucoup plus... Oui, non, ça on le sait, mais quand même, il faut saisir l'opportunité, M. Bournou. Je pense que, voilà, vous ne pourrez pas recevoir de réponse de ma part par rapport à ce genre de questions. Commençons par l'actualité, c'est l'actualité brûlante au ministère de la Culture, c'est cette histoire des riz offert par le président de la transition. Comment ça s'est passé? Que peut-on en savoir à l'heure actuelle? Parce qu'il y a quand même de la mobilisation hier dans les locaux de votre département, beaucoup d'artistes, des comédiens qui sont massés là pour réclamer leur part de riz. Dites-nous toute la vérité à propos de cette histoire de riz. Écoutez, comme vous le savez, le président de la République, c'est le père de la nation. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. Cela dit, selon son agenda, il est libre
n'est-ce pas, de demander à recevoir les différentes composantes de la vie sociale, de la vie politique, de la vie économique du pays. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'il a sollicité une rencontre avec les acteurs du secteur culturel et artistique. Et par rapport à ça, comme vous le savez, les artistes guinéens, si on n'a pas de statistiques actuellement à date pour connaître quel est le nombre d'artistes que nous avons en Guinée, mais je pense qu'on peut compter des milliers. Donc on ne peut pas réellement dire que tous les artistes de Guinée pouvaient venir à la rencontre avec le président. Surtout, c'est une audience qui a été organisée au niveau de la présidence de la République. Donc c'était pas une il fallait partir, n'est-ce pas, sur la base des critères, et c'est ce que nous avons fait. Il y a quand même des associations, des structures, des organisations qui existent. Il y a l'UNAMGI, il y a le Djeri Tomba, donc il y a plusieurs fêtières qui existent. Donc nous sommes basés sur les fêtières connues par le département pour essayer de contacter les premiers responsables pour désigner des personnes qui allaient répondre à cet appel du président de la République. Et c'est ce que nous avons fait. Finalement, dans la salle, il y a eu 440 artistes inscrits sur la liste. Et donc, après l'audience, le président de la République a décidé, nous sommes dans le mois de Ramadan, de faire ce geste, n'est-ce pas, au profit des personnes qui étaient dans la salle. Je crois que chacun a eu des sacs de riz et ils sont sortis satisfaits. Quelle est la quantité du riz offert? Ce que j'ai appris, parce que moi-même je n'étais pas dans la salle, je crois que chacun avait eu 10 sacs de riz. C'est ce que j'ai appris. Chacun des 400 et quelques. Oui, tout à fait. Chacun des 440. Et ce que je précise aussi, c'est que le riz n'a pas été remis au ministère pour distribuer, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a eu des bons qui ont été offerts, n'est-ce pas, avec des boutiques qui étaient déjà identifiées. Donc chaque bénéficiaire est allé dans ces boutiques-là pour retirer son stock de riz. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que nous, on a été malheureusement surpris hier de voir la cour remplie d'artistes, je vais dire ainsi, pour dire que le président a distribué du riz et qui sont dans la cour, ils n'ont pas reçu des sacs, donc ils sont venus réclamer leurs sacs de riz. Monsieur le ministre était en conseil interministériel, donc j'étais là, parce qu'après le ministre, c'est le secrétaire général. Donc on a mis en place un comité qui est allé rencontrer ce groupe, parce que responsabilité oblige. Ils ont désigné un groupe de personnes qui allaient parler en leur nom pour qu'on puisse un peu écouter leurs préoccupations. Donc on a reçu, il y a eu 6 représentants de ce groupe que nous avons écoutés. Ils n'ont pas hésité d'exprimer qu'ils sont là parce que ils n'ont pas été bénéficiaires du riz qui a été distribué. Donc ils sont venus réclamer leur part de riz. Bon, très honnêtement, je vous le dis, c'était assez décevant parce que pour moi, et d'ailleurs, notre réponse c'était ça. Nous leur avons dit 2 choses. Premièrement, en tant qu'acteur, le ministère est là aussi pour eux. Nous notons leur doléance et nous transmettrons à qui des droits. Ça, c'est une première chose. Mais la responsabilité aussi voudrait que nous aidons à orienter un peu nos acteurs culturels. Nous leur avons dit que c'est bien beau de réclamer sa part de riz, mais nous pensons que les artistes guinéens peuvent sortir de ce piège d'assistanat éternel. C'est-à-dire on ne compte que sur la distribution des sacs de riz pour vivre. Un artiste, c'est un créateur. Vous avez des œuvres. Durant tout ce temps, presque vous n'avez pas accès à vos droits d'auteur. Notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les artistes puissent jouir de leurs droits. Donc, c'est la contrepartie de leur effort. J'ai présenté tous les textes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais si le PGDA ne joue pas son rôle, qu'est-ce que vous voulez? Attendez, on va y arriver. Il ne faut pas balayer du revers de la main tout ce que nous avons trouvé sur la table. Il faut reconnaître une chose, même si les droits d'auteur ne sont pas encore réellement payés, s'il faut le dire ainsi, parce que ce que les gens perçoivent, c'est très faible par rapport aux œuvres qu'ils ont sur le marché. Mais on a trouvé quand même une loi qui est passée à l'Assemblée nationale portant sur les droits d'auteur d'œuvres artistiques et littéraires. Bien. Mais vous savez, la loi peut exister. S'il n'y a pas de texte d'application, on ne peut pas donc appliquer cette loi. Donc nous, la priorité au niveau du ministère, Monsieur le ministre a instruit qu'on travaille le plus rapidement possible, et ça c'est depuis décembre, sur le décret portant modalité d'application de cette loi. Il y a eu une communication en conseil interministériel, et même qui est passée en conseil des ministres. Le président a approuvé la signature de ce décret, mais il a demandé à ce que tous les arrêtés conjoints soient signés, parce que, comme vous le savez, dans le cadre des droits voisins, il y a des prélèvements qui doivent se faire à partir du cordon douanier, n'est-ce pas, sur tous les supports, n'est-ce pas, à travers lesquels on peut consommer les œuvres musicales et même des œuvres littéraires. Donc, nous avons travaillé durant tout ce temps, c'est une pile de dossiers que nous avons d'ailleurs présentés aux artistes pour leur dire que nous pensons
que si vous devez mettre la pression sur nous, c'est vraiment sur des choses beaucoup plus importantes qui pourraient vous aider à jouir pleinement de vos droits, mais également à mieux vivre. Parce que quand un artiste travaille bien, n'est-ce pas, en termes de droits d'auteur, il peut se retrouver avec un niveau de revenu, n'est-ce pas, qui lui permettent de vivre dans des conditions décentes. Donc nous avons partagé, n'est-ce pas, cette orientation et ce travail en cours au niveau du ministère avec eux pour qu'ils comprennent que c'est bien beau de parler de riz, mais je pense qu'il faut qu'en tant qu'artiste, qu'on soit beaucoup plus ambitieux et qu'on voit que nous sommes capables de vivre comme des entrepreneurs culturels, comme d'autres acteurs, n'est-ce pas, qui vivent aujourd'hui décemment dans ce pays. Oui, en parlant du droit d'auteur, est-ce que vous avez eu la chance de visiter les locaux du BGDA au Palais? Écoutez, on a fait la visite de tous les services techniques. Vous parlerez du BGDA, mais commencez d'abord par le ministère. On a trouvé une situation où le ministère de la Culture était en location, n'est-ce pas, derrière on va faire l'état des lieux. Pour vous dire que ce n'est pas une question seulement de BGDA. Il faut reconnaître une chose, certes, il y a eu des efforts parce qu'il ne faut pas tout mettre à l'eau, mais je pense que le secteur de la culture vivait avec une physionomie qu'il ne mérite pas, sincèrement. Oui, mais surtout au BGDA, on a comme l'impression que nous sommes dans des taudis. Il y a l'eau qui sort un peu partout, des bureaux non présentables. Et quand on vous dit que c'est le BGDA, en tout cas de notre pays, je crois que cette image est faite très... Le BGDA, en termes de gestion, le BGDA a connu durant tout ce temps, n'est-ce pas, une gestion très moins appréciable. Et d'ailleurs, le directeur général qui était là jusque-là, il a été limogé. Et je crois que c'est l'un des premiers dossiers qui a été transmis au niveau de la CRIEF. Ouais. Vous savez, différemment des autres services, le BGDA, c'est une association d'acteurs. C'est une association. D'ailleurs, l'une des choses qu'on a appréciées parmi les actes vraiment posés par le CNRD, c'est le fait, n'est-ce pas, de prendre un décret pour donner un statut à des entités comme le BGDA. Donc désormais, il y a ce qu'on appelle des EPP, n'est-ce pas? Ce sont des entreprises, n'est-ce pas, des professionnels qui se mettent ensemble, comme une sorte de consortium d'associations. Et c'est ce type de statut, n'est-ce pas, que nous sommes en train de conférer et de donner au BGDA. Ça ne va pas être un EPA, ça ne va pas être une société anonyme, parce que c'est les acteurs du secteur qui se mettent ensemble pour gérer leurs droits à travers un conseil d'administration, un bureau exécutif et ainsi de suite, des organes qui sont bien définis. Faya François Bruno, secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine historique. Voilà, mais monsieur, moi je suis un peu estomaqué. On va parler des projets, peut-être des chantiers ouverts. S'il y en a. S'il y en a, évidemment. Parce que s'il y a un ministère aujourd'hui qui brille par son absence sur la scène nationale, c'est bien sûr le ministère de la Culture. Moi j'aimerais le dire. J'aimerais bien avoir le ministre en face. Non, parce qu'il faut se dire clairement. On a l'impression que c'est un ministère des artistes. On parle peu des artisans, on parle peu des autres structures. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes là-bas que pour les artistes guinéens et les autres structures, M. Bruno? Merci. Et l'autre chose, pourquoi vous n'avez pas revu la clé de répartition de ces sacs de riz? Un artiste, ce ne sont pas eux qui ont géré. Non, ils pourraient organiser la clé de répartition. Le problème vient de là-bas. Moi, je souhaite sincèrement qu'on ne perde pas du temps sur cette question. C'est un geste du président de la République. Vous, monsieur Kaba, vous pouvez aujourd'hui... Non, s'il vous plaît. L'image qu'on a vue hier. S'il vous plaît, même vous, aujourd'hui, vous pouvez décider, on est au mois de Ramadan, n'est-ce pas, de faire un geste, comme même une autorité publique, comme le président de la République, peut décider de faire un geste. Je crois qu'il faut qu'on sorte dans ce détail et allons sur du concret. Je suis ravi que vous me posez la question sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau du département. Parce que ça donne l'impression que nous travaillons pour des artistes. Et c'est bien au contraire. Actuellement, on est en train d'ailleurs de fournir beaucoup plus d'efforts sur les autres secteurs que même le secteur culturel. Même si au niveau de ce secteur également, il y a de gros efforts qui sont en train d'être fournis. Je vais vous dire, on a globalement 3 grands secteurs. Nous avons le secteur du tourisme, nous avons le secteur de l'artisanat et nous avons le secteur de la culture. Si je prends le secteur de l'artisanat, vous savez, un secteur, pour améliorer la gouvernance, c'est d'abord de voir est-ce qu'il y a un cadre qui existe. Je vais parler du cadre institutionnel. Est-ce qu'il y a un cadre législatif? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui existe? Des documents qui réglementent, n'est-ce pas, des activités dans le secteur. Au niveau de l'artisanat, nous avons trouvé un code. Et ce qui est paradoxal, la Guinée, dans la sous-région,
a été le premier pays à se doter d'un code de l'artisanat. Malheureusement, jusque maintenant, il n'y a eu aucun texte d'application de ce code. Oh là là. Donc le code est resté durant tout ce temps. Tous les pays qui sont venus en Guinée, qui ont organisé des voyages d'études pour venir s'inspirer du modèle, n'est-ce pas, guinéen, aujourd'hui ont des dispositifs très avancés. Ils ont des cadres juridiques réglementaires très avancés, révisés, adaptés, actualisés régulièrement. Ces derniers jours, nous avons organisé les journées de concertation pour créer la Chambre des métiers en Guinée. Ça existe dans Chambre de l'artisanat et des métiers. Mais chez nous, nous n'en avons pas. C'est une confusion. Alors, qu'est-ce que nous avons eu à faire? C'est une confusion avec la Chambre, avec la CCIA. J'en viens. Vous allez répondre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on était obligé encore de dire, OK, on va prendre les modèles des autres pays qui ont copié notre modèle pour avoir, n'est-ce pas, des cadres juridiques réglementaires pour pouvoir disposer d'une chambre des métiers et d'artisanat. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard de bien faire. N'est-ce pas? Nous disons aujourd'hui, nous sommes en train donc de travailler pour revoir le code et également développer tous les textes d'application. Nous sommes en train de développer, et d'ailleurs, il faut profiter de cette occasion pour remercier les partenaires. Nous avons réussi à bénéficier d'un appui du PNUD. Le thème de référence, l'appel d'offres d'ailleurs du PNUD a été lancé hier, c'est vérifiable sur le site du PNUD, pour recruter une expertise internationale pour aider à élaborer une stratégie de développement de l'artisanat en Guinée. Et nous avons organisé ces journées pour créer cet outil qui va aider les artisans à se professionnaliser et à améliorer leur accès au financement, mais également améliorer leur accès au marché, que ce soit le marché domestique, mais également même le marché sous-régional. Parce que n'oubliez pas une chose, nous sommes aujourd'hui dans une logique de la ZLECAf. Si nous ne travaillons pas pour qualifier nos artisans, pour investir, les équiper, nous risquons de devenir un pays totalement consommateur des produits artisanaux de nos pays voisins. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut anticiper, aller vite pour avoir une chambre d'artisanat et des métiers. Il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de confusion. Vous savez, le cadre prévoit 3 chambres consulaires, même s'il y a la chambre des mines qui existe. C'est la chambre d'agriculture, c'est la chambre du commerce et d'industrie et la chambre d'artisanat et des métiers. Mais malheureusement, toutes ces 3 chambres ont toujours vécu dans une seule chambre. Mais il y a de cela des années, je crois plus de 10 ans, l'agriculture, n'est-ce pas, a créé sa propre chambre. Donc aujourd'hui, il y a la Chambre nationale d'agriculture, mais l'artisanat était toujours resté dans la Chambre du commerce. Donc il n'y a pas de confusion parce que les chambres d'action... Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, on va sortir l'artisanat de la Chambre du commerce et de l'industrie. Mais bien sûr, si la Chambre d'artisanat et des métiers s'est créée, bien entendu, l'artisanat ne peut plus rester, n'est-ce pas, comme entité à part entière au sein de la Chambre du commerce et d'industrie. Par contre, une précision importante, vous savez, quoi qu'on dise, ce sont des chambres consulaires, il y aura toujours des liens qui vont exister entre les deux. Parce que quand l'artisan produit, il met les produits sur le marché. C'est comme l'agriculteur qui produit, même si aujourd'hui il y a la Chambre nationale d'agriculture, mais il y a assez de synergie entre la Chambre d'agriculture et la Chambre du commerce qui existe. Donc au niveau de l'artisanat, nous sommes en train de travailler. Mais autre chose qui est très importante, c'est que nous avons aujourd'hui l'appui de la BID, la Banque islamique de développement, pour bénéficier d'un programme qu'on a appelé le programme Tout en un pour l'artisan, qui vaut 15 millions de dollars. Bien. Donc, ça va passer dans leur portefeuille à partir de cette année. C'est un programme qui prévoit de gros investissements pour les infrastructures de développement du secteur de l'artisanat. Nous avons trouvé sur la table plusieurs projets de construction de villages artisanaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Des contrats attribués depuis 2013, depuis 2014, des entrepreneurs payés, c'est-à-dire que toutes les avances de démarrage étaient accordées à ces entrepreneurs. Mon frère, nous sommes en 2022. Il y a des chantiers, le taux d'exécution est de 0%. C'est-à-dire l'exécution physique, 0%. Vous savez, quels sont ces villages artisanaux? Il y a le village artisanal de Kindia. Il y a le village artisanal de Lola. Il y a le village artisanal de Labé. Par contre, ceux de Lola et Labé font une exception parce que eux, c'est maintenant ils ont reçu leur avance de démarrage, donc ils sont en train de démarrer la construction parce qu'il faut capitaliser des expériences que trouver sur place. Ça, c'est par rapport au secteur de l'artisanat. Donc, nous avons pu relancer la construction de tous ces villages artisanaux. Vous avez vu récemment, monsieur le ministre, à l'intérieur du pays, on a équipé les artisans de Farana, on a lancé la construction du village artisanal de Labé, celui de Lola, la construction a été lancée, celui de Kindia, la construction n'est pas encore lancée,
relancer parce que nous sommes dans un processus avec la CGP. Parce que comme vous le savez, vous pouvez trouver un entrepreneur dans une situation de défaillance. Mais vous ne pouvez pas aussi, le code, n'est-ce pas, des marchés publics ne te permet pas de se lever pour dire, puisqu'il est défaillant, j'arrête le contrat avec lui. Je résilie. C'est pas possible. C'est l'une des choses d'ailleurs, c'est l'une des choses sur lesquelles nous sommes en train de formuler des remarques et des suggestions, parce que pour sortir, pour résilier un contrat, c'est tout un processus qui peut prendre des mois et des mois. Pendant ce temps, les gens ont pris l'argent du contribuable. Ils ont mangé l'argent du contribuable. Ils sont là, ils marchent encore, ils cherchent encore d'autres marchés de l'État. Nous trouvons que ça, c'est anormal. Au même moment, si je prends le secteur du tourisme. Avant de passer, parce que je note que en visitant le site, vous avez également en perspective la construction d'un espace multiculturel dédié à la Mamaya Kankan. Oui, j'allais en venir par rapport au secteur culturel. Je voulais vous parler également du secteur. Parce qu'on était en train de dire que sur les autres secteurs, on n'est pas en train de faire grand chose. Sur le secteur culturel. Vous savez, on a trouvé également un code, n'est-ce pas, du tourisme qui n'est jamais passé devant l'Assemblée. Presque pas de code, pour vous dire clairement les choses. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir l'appui de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, pour nous accompagner à doter de notre pays d'un outil qui soit aligné au standard. Parce qu'en matière de tourisme, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un texte, mais s'il n'est pas attractif, vous n'aurez pas d'investissement pour valoriser votre potentiel touristique. Le potentiel, la Guinée en a. Nous avons des sites naturels incroyables. Nous avons du potentiel culturel incroyable qui peut constituer, n'est-ce pas, la base pour développer des activités touristiques ou des investissements touristiques. Donc c'est pour cela, nous avons aujourd'hui l'accord du PNUD pour financer donc le travail sur le code. Nous avons l'accord de l'OMT pour l'appui technique pour avoir un code sur le tourisme. Et également, nous avons une stratégie nationale de développement durable du tourisme qui a été d'ailleurs financée par le PNUD avec l'appui technique toujours de l'OMT, mais c'est une stratégie qui n'avait pas été jusque-là opérationnalisée. Ce que nous avons fait, c'est qu'il y a une grosse activité là-dedans qui va marquer le déclic pour la mise en œuvre de cette stratégie. Mais malheureusement, nos prédécesseurs n'avaient pas réussi à mettre cela en œuvre. Ce n'est pas un procès que je suis en train de faire, mais c'est le statu quo que j'ai décrit. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, il fallait d'abord trouver le financement, mais également, il fallait trouver un partenaire technique pour appuyer techniquement le ministère pour réaliser. C'est les Assises nationales du tourisme. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le PNUD a donné l'engagement pour financer et donc nous allons organiser dans les très prochains mois les Assises nationales sur le tourisme. À travers ces assises-là, nous allons marquer le démarrage de la mise en œuvre non seulement de la stratégie, mais également nous pourrons vendre le potentiel touristique pour attirer de gros investisseurs qui vont nous aider, n'est-ce pas, à valoriser ce potentiel existant. Vous avez à l'intérieur de ce secteur le secteur ou le sous-secteur hôtelier. Vous avez beaucoup d'hôtels, les gens disent qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. C'est normal, nous voyons des hôtels. Mais chacun se réclame 5 étoiles, 4 étoiles. Sur quels critères? Vous n'avez pas de cahier de charges. En Guinée, vous n'avez pas de cahier de charges qui vous dit voici les conditions à remplir pour être un hôtel de 5 étoiles. Voici les conditions à remplir pour être un hôtel de 4 étoiles. Donc le travail de classification n'a pas été fait. Mais mon frère, nous avons tenté de faire quelques évaluations pilotes pour se rendre compte de la situation dans laquelle nos hôtels là travaillent. Si vous regardez, vous-même, vous allez vraiment verser les larmes. Aucun contrat entre les travailleurs. Vous avez des hôtels, effectivement, qui n'ont aucun contrat. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, aucun contrat. Il y a une convention collective qui avait été signée à l'époque pour domestiquer certains emplois. Cette convention collective, les hôtels ne l'appliquent. Il y a des hôtels qui ne l'appliquent pas. Est-ce que vous allez les y contraindre? Donc, non, nous sommes en train de travailler pour la classification des hôtels. Donc, on va se doter d'un cahier de charges qui permettra désormais de faire des contrôles périodiques, s'assurer que les hôtels qui ont 5 étoiles sont en train de fournir des prestations de qualité de 5 étoiles et ainsi de suite. Donc, ça va davantage aider, n'est-ce pas, à améliorer la prestation de services dans le secteur. Mais ça va aussi même protéger ces entrepreneurs qui ont investi dans le domaine hôtelier. Ensuite, vous savez, dans le cadre de la culture, dans le cadre de la culture, en 2 minutes. Aujourd'hui, cette semaine, on a le consultant international qui arrive, qui nous appuie dans l'élaboration du programme cadre
pour le développement du secteur culturel. Parce que, vous savez, on a beau dire, on a du potentiel culturel. Mais s'il n'y a pas d'investissement là-dessus, nous allons continuer à vanter notre secteur culturel, mais ça ne va jamais se transformer. Donc, nous avons réussi, encore une fois, l'appui du PNUD dans ce sens, pour élaborer ces programmes cadres. L'avantage, c'est que c'est le partenaire qui vous appuie, c'est lui qui s'engage à vous appuyer dans la mobilisation des ressources. Parce que comme vous le savez, généralement le budget de l'État, quand vous regardez le calendrier d'exécution, n'est-ce pas, vous risquez d'aligner à chaque fois ou d'accumuler des projets, d'avoir même des arriérés de projets à mettre en œuvre, et vous ne réussirez difficilement parfois à les mettre en œuvre. Mais là, nous aurons de gros partenaires qui vont s'aligner et qui vont nous aider à mettre en œuvre ce programme cadre. Sans compter les investissements qu'on a trouvés, comme vous le dites, le centre multiculturel de Kankan, les travaux étaient arrêtés, on a travaillé d'arrache-pied avec la CGP pour pouvoir redémarrer les projets, le projet en question. Il y a également la cité Niger de Farana qui était aussi en cours de rénovation. Les travaux, on a trouvé que c'était arrêté. Musée contemporain aussi. Le grand projet que nous avons effectivement, c'est ce musée contemporain qui va intégrer, n'est-ce pas, une grande salle de spectacle, mais également avec plusieurs commodités, n'est-ce pas, ouvrant le développement d'autres vecteurs du secteur culturel. Le palais de la culture, est-ce que c'est un oui, vous savez, c'est bien beau, les gens disent. On avait tous l'information que la Chine avait fait un don de 50 millions de dollars pour un palais de la culture. Ça, c'était vrai. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'on a trouvé que la Guinée a perdu désormais ce fonds. Parce que la Chine avait dit à l'époque, nous vous donnons ce montant, nous allons investir pour réaliser le palais, vous nous montrez simplement le domaine sur lequel on va réaliser le palais. Durant toutes ces années, la Guinée a été incapable de donner le domaine à la Chine. Aujourd'hui, nous, le travail, effectivement, nous avons commencé les démarches à ce niveau. Avec l'habitat, nous sommes déjà sur la finalisation des démarches pour l'identification d'un domaine de 7 hectares au niveau de Koloma. Au niveau de Koloma. Oui, à Koloma. Bien. Bon, je ne sais pas si c'est Kaporo. Voilà, donc nous aurons les 7 hectares et déjà, nous sommes en train de travailler pour que les études techniques et les études de faisabilité, parce que nous voulons proposer les deux modèles selon le coût, n'est-ce pas, qui va être estimé sur le BND si on a la chance de faire passer, parce qu'on a perdu le don chinois, mais si c'est pas ça, avec l'étude de faisabilité, on peut vendre le projet également aux investisseurs privés. Grand merci, franchement, Faya François Bourneau, c'était assez intéressant et finalement, c'est le facteur X. Voilà, il n'a pas pu avoir le temps de poser la moindre question. Voilà. Et si c'était lui le facteur X pour le redécollage de tous ces secteurs, franchement, on a été bluffé ce matin d'entendre ces brillantes explications de la part de ce jeune secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine historique. Grand merci à lui d'être passé chez nous ce matin. Merci à vous tous. Mirador revient demain matin quand il sera 8h. Derrière nous, c'est Danteguet. Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.